Bonjour et bienvenue à tous. Mais c'est la réalité. Quand vous êtes ministre, toutes les structures étatiques rattachées à votre ministère, vous devez les connaître. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, vous interpellez le directeur, il ne change pas, vous allez le démettre de ses fonctions avec un rapport présenté au président en conseil des ministres. C'est tout. Vous ne perdez pas le temps. Vous êtes là pour un résultat. S'il n'y a pas de résultat, vous aussi vous démissionnez ou vous dégagez, quel que soit le ministère impliqué. C'est ça le combat de Keïta. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Il n'a rien contre quelqu'un. Et d'ici demain, il est ministre de la communication par la volonté de Allah. Wallahi billahi, l'Afrique va se dire, mais on ne savait pas que le ministère de la communication, c'était comme ça. Dans notre vie, ça tient là. Et on s'est amusé avec, on n'a jamais compris. Ah, on voit pourquoi les Blancs dépensent des centaines de millions de dollars et d'euros. Ah, le Mali a bien compris. Mais les gens s'amusent toujours, même le ministre qui est là, je ne lui manque pas de respect, mais je ne crois pas qu'il maîtrise même le domaine de la communication. Même s'il a un PhD en communication, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, tant que dans la pratique, cela n'est pas visible. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Prenez le cas d'Alassane Ouattara qui prétend être un économiste avec un PhD. Et regardez ce qu'il fait. Regardez ce que Ouattara fait. Regardez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a un PhD en économie et puis regardez la vie misérable des Ivoiriens. Un président qui ne contrôle rien. Une société d'électricité qui veut étouffer les Ivoiriens et il n'est au courant de rien. Mais la société, là, quand elle surfacture les Ivoiriens, c'est parce qu'on lui a demandé de payer des milliards d'impôts, alors que son chiffre d'affaires n'atteint pas, au lieu de payer des impôts qu'elle ne peut pas atteindre. Donc elle est obligée de se rattraper sur les Ivoiriens. Donc, la deuxième satisfaction de Keïta, c'est de voir que leur thème, mais c'est un changement timide, ce n'est pas encore ça, monsieur le ministre. Monsieur le directeur de leur thème, votre problème, rendez votre démission, c'est mieux. Parce que vous n'en valez pas vraiment la peine. Moi, je ne sais pas comment on vous mettait encore. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, au nom de Dieu, je prends le courage, je juge. Je ne sais pas pourquoi le directeur de leur thème, il est encore là-bas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il fait quelque chose d'autre que les autres Maliens voient, mais peut-être que moi, je ne vois pas. On va revenir. Ça, c'est pas un problème. Alors, on va revenir d'abord ici. Quand je vous ai dit que on va écouter un peu ça. Pourquoi? Et puis, attendez, on va écouter ici d'abord. On va revenir. Bienvenue dans votre grand rendez-vous d'information, le 64 minutes sur Télé 5 Monde. On va écouter. Au sommaire de cette édition, la Belgique. Le centre parviendra-t-il à jouer les arbitres lors des élections européennes? Elles se dérouleront du 6 au 9 juin. Maxime Prévost. Ça, c'est pas trop notre problème. On va écouter ici d'abord. Et puis en Belgique, le Premier ministre De Croo reconnaît officiellement... Attendez, moi, il y a une partie seulement qui m'intéresse. Les activités reprennent peu à peu, mais les écoles restent fermées. Voilà. Aucun incident majeur n'est signalé depuis ce matin, mais des militaires restent positionnés aux différents ronds de la capitale, ainsi qu'aux entrées et aux sorties de la ville. Ils sont... Quand j'avais dit que les élections tchadiennes, à quelques mois de ces élections, il y a un petit minable tchadien qui croit qu'il connaît quelque chose, cette vermine-là. Voilà l'arrêté. J'ai dit que le Tchad est assis sur une bombe à retardement. Les Américains soutiennent Succès Massara. Les Français, vous croyez que quand le petit Dibi sort, vous croyez que s'il n'est pas adoubé par la France, s'il n'est pas soutenu par la France, demain matin, on va le liquider comme ils ont liquidé son papa. Vous croyez que la politique, là, c'est un jeu de subtilité. Et le petit, là, cette petite simagrée qu'il fait, là, moi, Cheick Oumar Keïta, ça ne m'ébranle pas. Moi, Keïta, Cheick Oumar, je reste serein. Ce petit-là, c'est un agent de la France. Le petit Dibi, qui a demandé à Dibi de modifier la constitution pour être candidat. Mais avant même que les plus grands constitutionnalistes dans le monde, avant même que la métropole, avant même que le maître colon, l'impérialiste, le néo-impérialisme demande à Dibi Kaka
de modifier la Constitution. La première personne qui est sortie pour dire qu'Assimi Goïta peut être candidat, au regard de même il y a des soutiens d'Assimi qui hésitaient de dire qu'il peut être candidat. J'étais le seul au début. Je n'ai pas dit que je suis resté seul, non. Le tout premier a dit au regard, avant même que la Constitution ne soit votée, promulguée, avant même qu'on entre dans la 4e République, j'ai dit que le président Assimi Goïta, au regard des nouvelles dispositions constitutionnelles, est bel et bien candidat. Je l'ai dit. Et quand la France a demandé à Dibi Kaka de modifier la Constitution pour qu'il soit candidat, j'ai dit voilà, ils viennent de donner raison à Keïta. Et cette intervention de Keïta existe. Les réseaux là n'effacent pas vos interventions. Vous pouvez aller prendre. Et aujourd'hui, c'est au regard de tout ce qu'on lui a dit qu'il s'est présenté comme candidat. Parce que quand il venait au pouvoir, il a dit je ne serai pas candidat. Eux tous. C'est pourquoi nous disons, dès l'instant où les Américains ont adoubé avec leur hypocrisie, les Français, les Européens ont adoubé avec leurs mensonges et leur malhonnêteté la candidature du petit Dibi, personne au monde, même pas Alassane Ouattara dans son pire sommeil, viendra dire à un président de l'AES, vous ne pouvez pas. Quand je dis l'AES fait trembler le monde, voilà un élément, gardez ça en esprit. Comment l'AES fait trembler le monde? Et je vous ai dit que la grande géopolitique, la nouvelle orientation, le bipolarisme du monde va se dessiner à partir du Sahel et puis se tendre comme une toile d'araignée sur le monde. La toile d'araignée va commencer à être tissée dans le Sahel et puis prendre le monde. N'oubliez pas, on va encore revenir sur le Bénin. Sur le Bénin. Et puis cette affaire de pétrole là. Quand Keïta parle, je vous en prie. Quand Keïta dit, je vous en prie. Quand Keïta interpelle, je vous en prie. Quand Keïta dit, il est inspiré par le Très-Haut, je vous en prie. Haïssez-le, détestez-le, mais faites attention. Si ce qu'il dit est réellement ce qu'il dit, alors vous êtes sur le point d'être humilié si vous voulez l'attaquer sur la base du mensonge. Faites très attention. Employé de façon préventive et dissuasive, me disait le ministre de la Sécurité publique tout à l'heure. Des personnes ont été blessées dans la nuit par des balles perdues, victimes de tirs en l'air. Manifestation de joie à l'annonce de la victoire de Mahamat Idriss Déby, perçu dans les quartiers réputés favorables à l'opposition comme des actes d'intimidation. Malheureusement, toujours aucun bilan officiel n'est disponible à ce stade. La balle est donc maintenant dans le camp des candidats qui ont encore 4 jours pour déposer un recours au Conseil constitutionnel qui aura ensuite 10 jours pour trancher en cas de contentieux ou pour proclamer les résultats définitifs s'il estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité. Et si les résultats proclamés sont validés par la Cour constitutionnelle, c'est donc un fils Déby qui restera à la tête du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir après la mort de son père en avril 2021, retour sur son parcours. Ça là, c'est pas trop quelque chose. Par l'opposition qui condamne avec fermeté le coup d'État institutionnel opéré par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno. Ça c'est pas mon problème. Toute dévolution. Ça c'est des comédiens, c'est pas ça, hein. Il y a un élément clé, une seule phrase dont on a besoin. Donc prêtez l'oreille attentive à ce qu'ils disent. De pouvoir au Tchad. Le mandat de Mahamat Idriss Déby à la tête du Conseil de transition doit durer 18 mois. Mais en 2022, il le prolonge de 2 ans, ce qui provoque des manifestations meurtrières dans plusieurs villes du pays. La nouvelle constitution, adoptée par référendum le 17 décembre dernier, l'autorise à être candidat à l'élection présidentielle. Attendez, hein. Est-ce que vous avez entendu la commentatrice de TV5 Monde? La nouvelle constitution l'autorise. La nouvelle constitution l'autorise. La nouvelle constitution l'autorise. Élément révélateur. Mais pourquoi il y a cette réforme constitutionnelle?
Assimi Goïta n'a pas changé la constitution dans le but de se maintenir au pouvoir. Non. Le changement de la constitution est la volonté légitime et souveraine du peuple malien. C'est l'émanation de la volonté souveraine. C'est une résolution, c'est une demande des assises nationales de la refondation. Donc, ce n'est pas la volonté d'Assimi Goïta, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est la volonté du peuple malien qui a demandé que la constitution soit modifiée. Maintenant, la question de laïcité ou pas, moi je m'en fous, je ne rentre pas dans ces faux débats-là. Parce que ceux qui mènent ces combats-là, allez-y dans leur maison, allez-y chez eux, allez les regarder, comment ils vivent leur relation avec Dieu. Ils ont pratiquement, eux tous, des enfants pervers. Si les enfants ne sont pas homosexuels, femmes ou garçons, ils sont prostitués d'une manière ou d'une autre. Toi, tu te bats, tu veux pas, mais ta fille, là, quand toi tu dis tu sors, tu vas à la mosquée à 5 heures du matin, là, c'est là que ta fille rentre à la maison. Tu quittes la mosquée, tu viens, à 10 heures, tu envoies sa maman lui demander l'argent des popotes. Et c'est toi qui te bats, tu dis que tu n'es pas d'accord avec la laïcité. Hein? Il faut régler ton rapport d'abord avec Dieu, avant de parler de laïcité. Dieu peut se défendre lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire son palabre. Mais toi, tu as un sérieux problème. De ta propre famille, tu n'arrives pas à gérer. Et toi, tu veux mettre ta bouche dans un peu de... C'est ça la réalité avec certaines personnes. On va écouter toujours. Présidentielle. Après 3 ans à la tête du pays, le jeune général président cherche désormais à légitimer son pouvoir dans les urnes et se lance dans la course. Moi, Maman Ibno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad unique. Sa candidature divise et la course à la présidentielle ne se passe pas sans soubresaut. En février cette année, son cousin et farouche opposant, Yaya Dilou est tué par les militaires lors de l'assaut du siège de son parti, le PSF. Une mort qualifiée d'assassinat par ses partisans. Dans l'opposition, certains appellent au boycott du scrutin présidentiel. D'autres se portent candidats, comme Succès Masra, chef des transformateurs, parti en exil après les manifestations de 2022. En novembre dernier, Mahamat Idriss Déby lui a tendu la main et est même allé jusqu'à le nommer Premier ministre du gouvernement de transition. Bon, maintenant... Au Proche-Orient, les 2 jours de rencontre au Caire... Là où je voudrais maintenant, vous avez entendu ce qui s'est passé au Tchad. Et jusque-là, il y a une sorte d'observation qui est là. Bon, est-ce que le monsieur, il a déposé un recours? Je ne sais pas. Mais nous avons averti parce qu'on savait que c'était une mascarade d'élection. Oui, les gens ils disent que quand on était, j'ai eu une amie, Dédi, qui est au Cameroun, elle travaille avec la télévision panafricaine, qui est une nouvelle chaîne qui a été créée. Elle dit qu'elle allait faire la couverture de l'élection présidentielle au Tchad et que franchement, ça s'est déroulé dans les meilleures conditions. Elle m'a envoyé un message, je crois, un truc comme ça s'est passé dans les meilleures conditions. Hein, et puis c'était, bon, moi, elle est partie, moi je suis pas allé, elle était sur le terrain, je n'étais pas sur le terrain, donc elle avait une meilleure appréciation de la situation au Tchad que moi. Ça, c'est l'observation par rapport à l'organisation des élections. Voilà, donc faut pas souvent quand on parle, les gens mélangent tout. Ça, c'est l'observation qu'elle a faite par rapport aux élections. Elle dit ça s'est très bien passé. Et puis bon, bah, c'est ce qui explique un peu son absence sur le plateau au niveau du Cameroun. Maintenant, on va écouter ici. Là où je vous amène à écouter ceci. Donc pas abouti. Jeudi, Israël et le Hamas ont quitté la table des négociations. Pour l'instant, pas de trêve en vue dans la bande de Gaza. Ce vendredi, des tirs d'artillerie continuaient de s'abattre sur Rafah. On regarde les images, elles sont commentées par Sophie Goldstein. Des explosions quasi incessantes ce matin à l'est et au nord-est de la ville de Rafah, pas loin de la zone dite humanitaire par Israël, où se sont réfugiées quelques 110 000 personnes dans la zone d'Al-Mawassi. D'intenses affrontements donc, combattants du Hamas et du djihad islamique d'une part, forces israéliennes de l'autre. Ça, c'est une petite parenthèse qui n'était pas prévue, mais je vais vous laisser écouter.
Et puis on Selon va... l'agence Reuters, des blindés israéliens ont pris contrôle de la principale route séparant l'est de l'ouest de Rafah, de même source, encerclant de facto la partie est de la ville. Est-ce le début de l'offensive terrestre annoncée depuis des mois par Israël dans la ville du sud de l'enclave de Gaza? Jeudi, les discussions entre belligérants au Caire se sont terminées sans accord de trêve. La Maison-Blanche veut encore croire en un possible accord entre Hamas et Israël. Les discussions se poursuivent, a affirmé Matthew Miller dans la soirée. Nous continuons à parler avec le gouvernement israélien d'amendements à la proposition soumise par le Hamas plus tôt cette semaine. Nous continuons à travailler pour essayer de finaliser le texte et obtenir un accord. Vous avez entretenu un monstre, un criminel, un assassin, qui aujourd'hui se livre à la pire barbarie de notre histoire, ce que je peux qualifier de génocide de l'ère moderne, après le génocide d'Hitler. Si réellement il y a eu génocide, ça je ne m'engage pas à cela. Parce que j'ai pris le temps, je regardais un documentaire assez intéressant sur la mort d'Hitler, comment il s'est donné la mort et comment ils ont maintenu le flou sur sa fuite alors qu'il n'a jamais quitté en réalité Berlin. Je crois le 22 mai 1945, le 22, le 23, ça a commencé le 20, 21, 22, 23, 24 ou 25 mai. Les 5 jours, en tout cas les 5 derniers jours de la vie d'Hitler, j'ai eu le temps. C'était un documentaire assez exclusif, assez riche. Vous pouvez regarder si vous voulez. Hein? Vous pouvez mettre les derniers instants de Hitler dans le bunker à Berlin. Alors, vous savez, quand vous regardez, vous avez entretenu des criminels. Vous les avez mis au-dessus même de ce que je peux appeler la juridiction internationale. Israël aujourd'hui est devenu un monstre à tel point que Benjamin Netanyahu, il a dit il n'y a pas longtemps, Israël going to stand alone. Ça veut dire Israël va s'arrêter seul, sera debout seul et va mener son combat seul. Israël n'a pas besoin de quelqu'un. Alors, imaginez un peu, how can we can say that? Donc pour lui, Israël est suffisamment fort aujourd'hui pour pouvoir mener. Et moi, ça me rappelle des passages, aussi bien dans le Coran que dans la Bible, ça me rappelle un certain nombre de passages. Et même dans la Torah, parce que tout ça, ce sont des... Je ne parle pas de la Bible falsifiée par les Romains, hein, je vous en prie, je parle de la Bible authentique. Hein, la Torah, la Bible authentique et puis le Coran. Dieu dit, quand il veut détruire celui qui se croit tellement fort et puissant, il vous amène ce qu'on appelle l'esprit de la confusion. Et l'esprit de la confusion vous amène à vous surestimer, à vous mettre à un niveau beaucoup trop élevé. Il dit, au moment où vous croyez que vous êtes posé bien fort, c'est là que le Dieu, il vous montre qui est votre créateur. Israël, est-ce que Israël a lu réellement les paroles prophétiques, la prophétie? Est-ce que Israël, les dirigeants israéliens, est-ce qu'ils connaissent réellement la Torah de Moïse? Est-ce qu'ils connaissent réellement le lien qu'il y avait entre Abraham et son créateur? Je ne crois pas. Parce que vous ne pouvez pas jurer détruire tout un peuple parce que parmi eux, il y a des rebelles. Est-ce que le Mali, ce que Israël a vécu, le Mali a vécu ça, je vous en prie. Vous croyez que je mens? Si vous le croyez, c'est que ce n'est pas votre place, vous vous êtes trompé. Déconnectez-vous et puis vaquez à vos occupations. Le coup d'État de Aya Sanogo en 2012, que s'est-il passé? Après la chute et la mort tragique de Muammar Kadhafi, que s'est-il passé?
la Mauritanie, l'Algérie, la DGSE, le renseignement français, voilà les 3 entités qui ont travaillé, et le Niger. À l'époque, je crois que c'était Ousmane ou bien qui là, Maman Ousmane, je sais pas là. Et pas le Niger du général, mais le Niger de Maman Ousmane. Maman Issoufou, je crois, un truc comme ça. Le Niger de Maman Issoufou. La Mauritanie, de l'ancien président mauritanien qui aujourd'hui est condamné, il est accusé, condamné par la justice mauritanienne. L'Algérie, la DGSE. Voilà ces entités, Mauritanie, Niger, Algérie, la France. Voilà les entités qui ont mis en place la déstabilisation dans le nord de notre pays. Le Niger, lorsque la famille de Muammar Kadhafi est arrivée avec le petit-fils, son dernier fils, et puis ses filles, quand ils sont arrivés, Muammar Issoufou les a accueillis au Niger, selon lui, à titre humanitaire. C'est après que le petit, je crois, il était devenu trop zélé, il dit, c'est pas ce que est devenu son papa, il va aller voir son papa. Je crois qu'il est sorti, les gars l'ont arrêté, puis ils l'ont liquidé, je crois, son fils. Et puis l'autre aussi, c'est là que comment son fils qu'il avait préparé pour sa succession, lui, là, il a échappé parce qu'on s'est dit que c'est lui qui détient toutes les informations de son papa. Où se trouve la fortune de son papa, où se trouvent des informations top secret, tout ça autre, là. Je crois qu'il y a un groupe qui l'a attrapé, il a été vendu par un autre, il a été jugé quelque part, après il y a une négociation, et puis ensuite il allait à Dubaï. Aujourd'hui, parce qu'il a trop d'informations, il est plus utile vivant que mort. Alors, vous croyez réellement que ce sont les rebelles qui ont épargné la vie de Salif, son fils là, Salif, et Bachili, tu es là, il faut qu'il écrive le nom du fils de Kadhafi là, Salif Kadhafi ou bien Saïf Kadhafi, quelque chose comme ça là, son fils là. Ils ont coupé sa main. La seule chose, la seule douleur qu'il a, c'est ici. Son petit doigt qu'ils ont coupé. C'est tout. Et quand ils ont coupé, ils ont bandé, et puis ils l'ont filmé, ils l'ont photographié avec. Ils ont coupé sa main, et puis ils ont mis sur les réseaux. Ça, nous tous on a vu. Le fils de Kadhafi. Mais est-ce que vous croyez réellement que ce sont les rebelles qui ont fait ça? Non. Ils ont coupé sa main parce que ce qu'ils voulaient faire de lui, on leur a dit, vous ne pouvez pas le faire. Libérez-le. Vendez-le, mais vous ne le touchez pas. On a plus besoin de lui. Il est plus utile pour nous que mort. C'est pas seulement les terroristes, c'est là que vous vous rendez compte que les terroristes dans notre pays, les terroristes dans le Sahel ne travaillent jamais seuls. Les terroristes, pour que la vie du fils de Kadhafi soit épargnée, le renseignement américain a travaillé dedans. Le renseignement français a travaillé dedans. Le renseignement algérien, nigérien, mauritanien, tous ont travaillé parce qu'ils savent que l'enfant là, il est plus utile. Pour eux, ils peuvent exploiter certaines informations s'il est en vie. Et c'est ce qui a justifié le fait qu'il n'a pas été liquidé. Et c'est là que vous posez la question, est-ce que ces terroristes-là ne sont pas réellement manipulés? Est-ce que les terroristes ne reçoivent pas réellement des informations venant des services de renseignement des pays qui veulent nous déstabiliser? Est-ce que Assimi a eu tort? Est-ce que Choguel a eu tort? Est-ce que le général a eu tort? Est-ce que le capitaine a eu tort? Non. La vie de ce jeune homme-là, du fils de Kadhafi, doit interpeller chaque Africain. Réfléchissons. Mais, Israël, il y a eu une incursion en Israël. Le Hamas, je crois le 7 octobre. Ils ont tué. Ils ont fait des prises d'otages. Au Mali, quand les rebelles sont entrés, ils sont entrés avec les terroristes. Ils ont tué. Des morts atroces. Nos soldats, le Hamas a fait des exécutions, c'est vrai. Ils ont commis des crimes, ça aussi c'est vrai. Mais quand vous regardez la manière dont les rebelles armés et les terroristes, regardez comment ils ont tué nos femmes, nos militaires. Je n'ose pas décrire les scènes parce que j'ai vu des scènes
quand j'étais encore chez l'oncle Sam, au States, Californie précisément, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu du mal à retenir mes larmes quand j'ai vu la manière dont nos soldats ont été liquidés. Combien de villes ils ont pris en même temps? Beaucoup. Ils ont pris tout le nord. Cela va vous permettre de comprendre cette histoire de terminologie nord-Mali, nord du Mali. Alors, le Mali ne pouvait pas réagir. Mais je vous amène à écouter le discours du Premier ministre burkinabé Apollinaire. Apollinaire a dit quoi? Il dit: un pays faible est une proie facile pour le néocolonialisme, l'impérialisme et les déstabilisateurs de l'Occident. Un État faible, c'est pourquoi ils se sont toujours arrangés pour que nos forces armées n'aient pas certaines compétences, certaines formations, certains équipements pour relever le défi. Ils ont voulu toujours nous maintenir dans une toute petite position d'un petit confort sécuritaire. C'est-à-dire, le soldat, il est armé seulement pour aller chasser les voleurs. Le soldat, il est formé seulement pour aller chasser les souris, les cobayes. Mais il n'est pas formé pour les guerres de haute intensité. Pour les guerres avec des armements de dernière génération. Nos soldats ont été maintenus dans la domination et la captivité, faisant croire que nous suivons des formations, nous avons des équipements. Israël, après avoir été attaqué en octobre par le Hamas, a lancé une offensive de répression qui se poursuit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quand le Mali a été attaqué, est-ce que le Mali a pu lancer une offensive de répression? On nous a dit oui, on a écouté certains de nos officiers supérieurs de l'armée, le Mali était sur le point de reprendre, le Mali avait la main. Pourquoi le Mali n'est pas allé au bout de ses efforts? Parce que le déstabilisateur, le manipulateur, le voleur, le corrompu, le dominateur, l'impérialiste, il était là, la France, les États-Unis, l'Europe. Voilà pourquoi nous, on n'a pas... Et maintenant, eux tout secours, ils viennent à notre secours. Formation militaire par-ci, Eurocap Sahel, formation ici, formation par-là, présence ici. Mais pourquoi ils ne font pas ça avec le Hamas? Pourquoi ils ne font pas ça avec la Palestine? Et ils le font avec nous. Donc, est-ce que nous sommes mieux? Est-ce que nous sommes supérieurs au peuple palestinien? Pas du tout. Pourquoi ne sont-ils pas allés soutenir l'État de la Palestine? Ces enfants innocents, ces femmes innocentes. Pourquoi ils ne le font pas? Et c'est chez nous ici qui viennent dépenser des centaines de millions par jour. Pourquoi? Pour notre sécurité, c'est faux. Parce qu'ils nous aiment, c'est faux. Parce qu'ils veulent nous voir gagner cette guerre, c'est faux. Vous n'avez qu'à regarder l'Ukraine pour vous rendre compte. Regardez le soutien massif en matériel de guerre et en moyens financiers que l'Occident octroie à l'Ukraine. Regardez la Palestine laissée à son propre compte, à son triste sort. Regardez le Sahel, on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues quand nous menons des combats justes et nobles. On utilise les organisations des droits de l'homme pour essayer de nous manipuler. Et je vais juste vous dire que c'est incroyablement difficile. Washington est opposé à une opération majeure à Rafah qui mettrait en danger la vie des civils. Plus d'1 million de personnes massées dans le sud de l'enclave de Gaza. L'administration Biden dit avoir présenté des alternatives au gouvernement israélien, déterminé à venir à bout des derniers bataillons du Hamas sur place. Pour la première fois depuis le début du conflit, les États-Unis ont également menacé d'arrêter les livraisons d'un certain type de bombes et d'obus d'artillerie si l'opération était lancée. Cela ne devrait pas affecter les niveaux de munitions disponibles pour une opération à Rafah, estime Yaakov Amidror, ancien conseiller du Premier ministre israélien. Mais à moyen et long terme, cela entraînerait des difficultés, reconnaît-il. S'il faut tenir seul, nous tiendrons seuls, assure pour sa part Benjamin Netanyahou dans une adresse aux Israéliens.
Et l'armée israélienne a annoncé ce vendredi que 4 de ses soldats ont été tués lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. Et puis sachez également que selon l'ONU, plus de 100 000 personnes ont déjà fui Rafah ces derniers jours. Le coordinateur principal des urgences de l'UNICEF dans la bande de Gaza qui indique également que plus de 14 000 enfants auraient déjà été tués dans ce conflit, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. Et on retrouve notre éditorialiste Slimane Zeguido. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors ce vendredi, l'Assemblée générale de l'ONU tenait une session extraordinaire sur la crise dans la bande de Gaza. Il vient d'y avoir un vote. Oui, il s'agit de savoir si l'État de Palestine devrait être admis comme pas à part entière à l'ONU ou pas. Et le résultat est éloquent. 143 pays se sont déclarés en faveur de l'intégration de l'État de Palestine à l'ONU comme membre à part entière. Il n'y a eu que 9 abstentions, dont celle des États-Unis et d'Israël, et 25 abstentions. Il y a 12 ans, quand l'État de Palestine avait été admis, avait été reconnu à l'ONU, le vote c'était 138 favorables, 9 défavorables comme aujourd'hui, mais 44 abstention. Donc on voit le progrès. Et cette question du conflit israélo-palestinien se révèle encore une fois être la pierre d'achoppement essentielle entre ce que nous appelons l'Occident et le Sud et le Grand Sud. Mais Slimane, ce vote qui vient d'y avoir ce vendredi, quelle est sa portée exactement? Qu'est-ce que ça va changer pour l'autorité palestinienne? Alors ce qui change, c'est que l'ONU ne peut pas créer des États. Mais elle peut admettre des États une fois qu'ils ont été reconnu par l'Assemblée des États qui compose la dite ONU. Donc si l'État de Palestine, qui est donc reconnu aujourd'hui par 143 États, c'est-à-dire les 3/4 des États de la planète, s'il est admis comme membre à part entière, le statut des territoires palestiniens ne sera plus, des territoires palestiniens ne seront plus des territoires en situation juridique indéterminée ou à négocier, mais il deviendra un État membre occupé par un autre pays. Donc Israël ne sera pas l'occupant de territoire au statut indéfini, mais l'occupant d'un pays de l'ONU souverain. C'est-à-dire Israël passerait alors dans ce cas-là pour un État occupant d'un pays souverain, un peu comme... Mais là, vous voyez comment il joue avec les mots État occupant, État occupant, État occupant. Israël est un État voyou, un État terroriste. Vous avez entendu 14 000 enfants depuis le 7 octobre. 14 000 enfants. Est-ce que la guerre veut dire que on doit tuer sans retenir, sans réfléchir? On les a vus par rapport à Moura, ce montage grotesque de l'armée française. Se pavaner, crier partout. Mais regardez là. 14 000 enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.